Alors, autant de personnes pour voir une presse sur Go dans une conf où on parle quand même majoritairement de Java. C'est assez rigolo, je ne m'attendais pas du tout à avoir déjà cette salle et puis autant de personnes, donc merci à vous d'être là. Pourquoi Maurice ne doit surtout pas coder en Go? Alors, j'ai eu quelques remarques pendant le CFP sur le fait que je n'ai rien contre les gens qui s'appellent Maurice. Je ne connais pas de personne qui s'appelle Maurice. Et c'est, vous savez, quand vous apprenez un nouveau langage, vous passez par une certaine phase de frustration. Et parfois, ça vous rappelle des choses, notamment que parfois, Maurice il pousse le bouchon un petit peu loin. Et ça vient de là, et uniquement de là. D'accord? Donc, si quelqu'un s'appelle Maurice, ce n'est pas contre lui. Cela étant dit, donc voilà, ça c'est mon Twitter handle, Jean Laurent. J'ai fait beaucoup de Go dans ma vie, comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui est mathématiquement représenté par pas du tout d'abscisse, qui représente à peu près grossièrement le temps que j'ai passé à faire du Go. Donc pour ceux qui ne savent pas, Go, c'est le petit icône qui est tout là-bas au bout. Et donc je suis quelqu'un qui a fait énormément de Go, c'est-à-dire j'en fais à peu près depuis 6 mois. Et en fait, ce talk, il n'est pas vraiment complètement sur le langage Go, mais plutôt d'essayer de faire en sorte de vous expliquer ce que moi j'aurais aimé qu'on m'explique avant que je me lance là-dedans. Okay. Donc il y a plein de choses que vous allez pouvoir voir dans les tutoriaux. Je vous laisse aller regarder notamment le tutoriel sur Go qui est excessivement bien fait. Je vais essayer de vous montrer effectivement ce que moi j'aurais vraiment aimé qu'on m'explique quand j'ai démarré pour savoir un peu où est-ce que je mettais les pieds. Alors, je travaille chez Docker et c'est un petit peu eux qui m'ont forcé à faire du Go. Je n'ai pas fait du Go par choix personnel. C'est plutôt en rejoignant cette société que j'ai commencé à faire du Go. Et notamment, j'ai commencé à faire du Go sur un projet qui s'appelle Docker Machine. Donc Docker Machine, c'est un des binaires qui est dans la distribution de Docker. Et Docker Machine, c'est un super programme passionnant qui a la lourde tâche d'installer Docker. Donc en gros, c'est une saleté de grosses boules de script d'install. Okay. C'est incapable d'installer Docker sur des machines locales dans des VM, donc sur Fusion si vous êtes sur Mac, sur Hyper-V si vous êtes sur Windows, ou dans cet excellent outil qui est VirtualBox. Et ça permet aussi de déployer Docker dans des machines sur le cloud, que ce soit chez Amazon, chez Google ou Azure. Docker Machine, c'est un projet qui a démarré d'un hack dans un coin et qui a été petit à petit évolué dans un produit qui pouvait effectivement faire sens et qui a finalement été un des points majeurs de la distribution de Docker aujourd'hui. Puisqu'en fait, quand vous installez Docker sur votre station, quand vous double-cliquez sur l'installeur, une fois que tous les exés sont installés, c'est effectivement Docker Machine qui installe Docker sur votre station. Et donc j'ai eu la joie de travailler sur cet outil qui a donc été pensé comme un hack, qui a évolué petit à petit, bon an, mal an, dans un projet open source, en un produit que tout le monde utilise. Et je débarque là-dedans, sans connaître trop Go, en ayant fait un petit peu avant, mais à peine. Voilà. Donc mon expérience de Go est faite du travail en open source sur ce projet Docker Machine. Donc vous pouvez aller voir les commits, vous pouvez aller voir les PR, tout est en open source. Et c'est assez rigolo quand vous, sur un produit qui est assez système comme ça, que vous démarrez à travailler là-dessus, sur un langage que vous ne maîtrisez pas trop, et en plus, il y a tout le monde qui regarde. Ça vous met très à l'aise pour coder vos premiers commits. Sans compter que Docker Machine, et comme les autres produits Docker sont assez populaires, je l'ai déjà raconté à quelques-uns qui sont venus me poser des questions sur de quoi étaient faites mes journées. Mais en gros, quand vous travaillez sur une codebase qui est liée à un projet Docker, il y a forcément 300 personnes qui ont un avis différent du vôtre quand vous codez une ligne de code. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, non, mais moi j'aurais préféré faire ça comme ça ». Donc voilà le contexte dans lequel vous démarrez pour apprendre du coup. Il se trouve que Docker Machine, c'est très bien. Je fais juste un shameless plug 2 minutes pour le nouveau projet dont je m'occupe maintenant, qui s'appelle Docker for Mac et Windows, qui est en fait une nouvelle façon d'utiliser Docker, une nouvelle expérience de Docker sur le desktop, qui vous permet d'avoir une intégration un peu meilleure, et notamment qui se passe de Docker Machine pour l'installation. Tout ça pour vous dire qu'en fait, quand j'ai proposé de faire ce talk, c'était il y a 6 mois. J'avais devant moi une longue roadmap de Docker Machine. Et donc je m'étais dit, dans 6 mois, je serais super fort en Go, puisque j'aurais 6 mois derrière moi. Et il se trouve que début février, j'ai switché sur ce projet. J'ai l'infime honneur et la super chance de faire du C# la moitié de la journée.
J'en parle en public parce que c'est difficile, vous savez, tous les jours. Bref, tout ça pour dire que je suis un tout petit peu moins à l'aise que ce que je le pensais, puisqu'effectivement, la plupart de mes journées sont remplies de C#. Alors heureusement, il y a quand même pas mal de binaires en Go dans Docker for Mac et Windows. Donc voilà. Si vous voulez essayer cette version, je vous invite à aller tester ça. Donc aujourd'hui, c'est sur des bêtas privées. Vous allez sur beta.docker.com, puis vous essayez de me retrouver à un moment donné. Soit vous attendez patiemment d'être invité dans la bêta, soit vous venez me voir et puis on essaie de voir si on ne peut pas vous trouver un passe-droit gentil. Go et Docker, c'est une histoire d'amour. Docker a été créé il y a 3-4 ans. Et ils ont décidé de faire ça. L'ensemble des binaires de Docker sont écrits en Go. Donc moi, je suis allé voir mes collègues à San Francisco et je leur ai dit, bon les gars, pourquoi vous avez fait ça en Go? Les remarques étaient assez variées. C'était pas très très clair. Mais en gros, ce qui ressortait à peu près à chaque fois, c'était d'abord Go compile les éléments de manière statique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de runtime. Vous n'avez pas besoin d'installer .NET, la librairie .NET ou mon ami le JDK ou le JRE avant d'exécuter quoi que ce soit. C'est assez facile à installer, du coup, c'est juste des binaires qui se trimballent, ils sont statiquement compilés, donc vous avez l'ensemble des dépendances qui sont en un seul, c'est un seul fichier. C'est un super truc pour bootstrapper. Vous avez un exe, vous pouvez le trimballer à droite à gauche, vous le démarrez instantanément. Il n'y a pas de dépendance. Il y a aussi que c'est assez neutre. Vous savez, vous mettez 10 geeks dans une salle et dites, bon allez, on va faire un super projet, quel langage on choisit? Vous avez compris ce qui va se passer, d'accord? Ça va être l'horreur. C'est-à-dire les gars d'un côté qui vont dire, oui, il faut faire du fonctionnel, tout ça, mais non, t'as rien compris, du typage fort, blabla. Et donc en gros, ce qu'il racontait, c'est que c'était pas du C++, c'était pas du Python, ni du Ruby, du Java. Je sais pas pourquoi ils ont même pas pensé à Node ou à JS, je sais pas pourquoi. Et du coup, ils se sont dit, en fait, c'est assez facile, c'est neutre, c'est assez récent, donc partons sur du Go. C'est aussi assez bas niveau en Go. Vous allez pouvoir avoir des appels, vous pouvez faire des appels asynchrones super facilement. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Vous avez des waits sur les I/O, vous pouvez gérer des process, c'est assez bas niveau. Et donc, comme Docker fait des choses quand même relativement bas niveau, ça semble être un langage assez bien fait. Il y a aussi le fait qu'en Go, l'outillage est assez complet. De base, vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent de faire le formatage, les tests, les exécutions, la compilation. Donc après m'avoir bien raconté tout ça, ils me disent mais en fait, si on avait démarré Docker aujourd'hui, on l'aurait fait en Rust. Donc tout ça pour dire que le choix de Go chez Docker, il est aussi un peu hype et il est aussi un peu en fonction de l'ère du temps. Toute proportion gardée, bien sûr, parce que c'est quand même un langage système. Trêve de plaisanterie. Vous êtes là pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble, si j'arrive à me servir de ce truc. Voilà. Donc le meilleur moyen de vous parler d'un langage, moi, c'est d'essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on va faire une petite démo ensemble. Vous allez voir aussi qu'en Go, les IDE sont assez fournis, c'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose. Et d'ailleurs, alors je le dis en public, mais d'habitude, vraiment, je fais attention. Je travaille en Go essentiellement dans IntelliJ. Il y a un plugin Go qui est assez bien fait. Mais par contre, je nierais avoir dit ça face à mes collègues chez Docker, puisque dès que vous runez quelque chose dans un IDE, on vous prend un peu pour un fou. Ils sont tous avec leur propre window manager dans un VI. Donc je fais profil bas sur ce sujet, donc vous en parlez pas, d'accord, on est conscient. Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer? Simplement, en Go, c'est assez simple. Il y a un point d'entrée qui s'appelle la fonction main, qui est une fonction. Donc voilà comment on déclare une fonction. Et vous avez tout un tas de packages, notamment le package bien nommé fmt. Moi qui ai expliqué en long, large et en travers à tout un tas de boîtes et à tout un tas de personnes qu'il fallait bien nommer ses variables et bien nommer ses packages. Je me retrouve avec fmt. Je suis très content. Donc j'ai un tout petit peu de complétion avec mon IDE. Donc là, on est dans Atom avec un plugin qui s'appelle Go+, qui permet d'utiliser un certain nombre de choses comme ça. Donc voilà le Hello World typique en Go. Je peux le builder, Go build. Et si je regarde ce que j'ai dans mon petit répertoire, je me retrouve avec un fichier qui fait, oups, il faut arriver à taper H, c'est pas J, 2,1 mégas pour un Hello World.
Vous allez me dire, scandaleux, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Mais en fait, ce 2,1 mégas, je peux prendre alors déjà, c'est un exécutable. Hein, si je fais slash Maurice Live, il va m'afficher Hello World. Waouh. Mais surtout, ce qu'il faut voir, et c'est une des premières choses qu'on découvre avec Go, c'est que comme c'est compilé statiquement, cet exécutable-là est transportable sur n'importe quelle machine sur Mac. Et vous pouvez l'exécuter partout. Donc en fait, le runtime a été intégré à l'intérieur. Okay, donc ça, c'est première découverte. Donc il y a plein de gens qui se plaignent en disant « mais oui, mais quand même, 2,1 mégas pour un Hello World, qu'est-ce que c'est cette affaire, etc. » Bon, si vous voulez vraiment comparer ces choses-là, comparez ça avec, par exemple, un jar dans lequel vous aurez fait Hello World, plus le JDK. Et je ne parle pas du truc, vous savez, qu'ils vous mettent pendant l'installeur, qui vous rajoute dans votre barre d'IE, hein, même sans ça. D'accord. Bon, c'est bien beau tout ça. Hello World, c'est gentil, mais en fait, en Go, on fait des trucs système et des trucs de serveur et tout. Donc, on va essayer de faire un petit serveur web vite fait. Donc, on a une fonction listen and serve, dans laquelle vous passez des paramètres et le handler, on s'en fiche. Et vous pouvez lui dire de handler des routes. Donc, on va dire, on va rajouter une fonction de handler qui va gérer la racine du projet. Et cette-là, on va l'appeler, on va essayer de mettre des noms. Hein. D'habitude, si vous codez en Go, vous mettez des noms de variables comme ça, vous voyez. Moi, j'ai un peu de mal encore. Donc, honnêtement, sur mes pull requests, je me fais un peu engueuler des fois en disant c'est un peu long tes trucs. Mais bon, pour l'instant, je tiens bon. Donc, mon IDE m'a dit non, route handler n'est pas défini. Donc, allons-y, définissons route handler. Donc voilà, une fonction très simple, mais route handler tout seul, ça doit implémenter une interface dans lequel on passe un writer. Si je me rappelle bien, c'est response writer. Et une request, évidemment, c'est un truc hyper standard. Et là, on a le droit à avoir des pointeurs. Donc, le deuxième choc, quand vous faites du Go, vous dites j'ai fait toute ma vie du Java, des tout, c'est super, j'ai jamais eu à gérer des pointeurs, des adresses et tout ça. Là, bam. Vous revenez avec ces trucs-là. Ça vous rappelle l'école, c'est sympa. Donc voilà, simplement. Et un writer, vous pouvez écrire dedans. Waouh. Vous voyez qu'on a besoin d'un tableau de bytes. Un tableau de bytes, moi je veux juste faire un hello world, donc je l'écris en le castant sous cette forme-là. Et j'ai à peu près un serveur web qui tournicote. On va tester ça tout de suite. Donc j'avais Maurice Live tout à l'heure. Je peux le builder de nouveau. Exécuter Maurice Live. Voilà. Et je peux faire un petit coup d'HTTP sur le port 80. Et j'ai Hello World avec un joli truc de web là, en TextPlain. Voilà. Donc 3 lignes, 4, pour écrire un serveur web qui démarre instantanément, c'est relativement clair. C'est un truc que vous allez retrouver assez souvent en Go, c'est-à-dire la lisibilité est assez bonne. C'est-à-dire que si je vous donne un gros morceau de code de Docker Machine, il y a de fortes chances que vous compreniez en fait ce qui se passe, même si vous avez déjà quasiment jamais fait de Go. La lisibilité est vraiment excellente. Bon, après, si vous avez déjà vu, notamment ceux qui étaient à Code Story dans les années précédentes, on fait du web un peu sérieux. Donc Hello World en plain text, c'est un petit peu quand même pour les Mickey. Donc on va essayer de faire du vrai web. Et du vrai web, il faudrait avoir peut-être... L'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose peut-être avec du JSON, là, pour faire un peu comme tout le monde. Et j'en profite pour vous introduire les structures. Donc par exemple, parlons d'une structure qui est un talk. Donc je définis un nouveau type talk, qui est une structure, dans laquelle je vais avoir, par exemple, d'un truc assez simple, un nom, qui est une chaîne, et puis une longueur de talk. Ne vous endormez pas, vous en avez encore pour 45 minutes. Voilà. Voilà comment on définit... 45, n'importe quoi, du coup j'écris 45. Voilà. Ah oui, c'est assez subtil ce qui vient de se passer. J'avais tapé mon code sous cette forme-là. J'ai sauvé. Et il y a un formatage automatique qui se fait avec les conventions standards de Go. Et du coup, je me retrouve, regardez bien la ligne avec name string. Pouf, décalé. Vous allez me dire, whatever. Mais c'est assez sympa parce que vous bossez avec des projets avec un copain qui a décidé de faire ça, par exemple. Et vous retrouvez avec ça. Alors, en soi, c'est pas très grave, d'accord? Mais quand vous êtes sur une PR, que votre structure, elle fait 10 champs, et qu'il y a un gars qui a décidé de changer de quelques lignes, vous vous retrouvez avec tout le changelog de l'ensemble de ces éléments-là. Et c'est les premières fois où j'ai commencé à dire « Oh, et ça va? Je peux écrire la syntaxe comme j'ai envie ?» Donc je suis allé voir mes collègues, je leur ai dit « Bon,
Ce truc-là, c'est débile, ça nous fait du boulot en plus, ça pollue les PR. On l'enlève, tout le monde m'a regardé d'un air bizarre. J'avais osé dire une bêtise. C'est qu'en fait, c'est le formatage de Go. Et en Go, tout le monde utilise le même formatage. Et c'est comme ça. Et en fait, il vaut mieux vous habituer, parce qu'en Go, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Donc le formatage, vous dites, dis donc, ça pousse un peu le bouchon un peu loin, donc ça commence. J'ai quand même le droit d'aller discuter pendant des heures avec mes collègues pour savoir si je dois mettre la collate au bout de la ligne ou voilà, au retour chariot. C'est quand même des débats super intéressants. Et en fait, on m'interdit d'avoir cette joie-là de programmeur et de faire croire que je fais du travail, alors que je pourrais quand même discuter de la façon dont on formate mon code. Voilà. Et c'est quelque chose d'assez... Je sais pas, pour ceux qui ont fait du Maven aussi, peut-être, c'est un autre... Moi, j'ai fait du Maven au début de Maven 1, Maven 2. Et il y avait deux choses, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que Maven marche de la manière dont je voulais. J'ai essayé longtemps, beaucoup. J'ai perdu des heures de sommeil. Et maintenant, je fais comme Maven y veut. Alors pour ceux qui ont fait du Maven, en Go, c'est pareil. Ne luttez pas, c'est pas la peine. D'accord ? Vous avez perdu, c'est fini. Ne tentez pas, ou ne faites pas de Go, faites autre chose. Alors il y a un truc que j'ai pas réussi à désactiver, c'est qu'il me demande de faire des commentaires idiots sur mes trucs. Donc pareil, là aussi, c'est un peu dur pour moi qui disait pas de commentaires, machin. Bref. Donc voilà, j'ai une structure. L'idée d'une structure, c'est quand même qu'on essaie de l'instancier. Donc je vais vous montrer comment on instancie une variable. Vous avez fait du Pascal dans votre vie ? Et donc, c'est un talk sur Maurice, si j'arrive à le taper. Et ça fait 45 minutes. Voilà, hop. Donc voilà, je déclare une variable et je l'ai assignée automatiquement. Okay. Et là, j'ai pas utilisé de constructeur. Enfin, c'est le constructeur un petit peu la manière dont on l'utilise. Si on veut être un peu plus précis, on peut passer ici les noms des paramètres pour essayer d'être un peu plus explicite sur ce qu'on est en train de faire. Alors, je me retrouve avec un objet talk, c'est génial. Mais ce que je veux, c'est l'envoyer en JSON. Donc, je vais avoir un payload. Et vous avez ce qu'on appelle en Go de l'assignement déstructuré. C'est-à-dire qu'une fonction peut retourner un certain nombre de paramètres. Vous n'êtes pas obligé de passer ça dans créer un objet. Enfin, en Java, souvent, ce que vous faites quand vous avez besoin de faire ça, vous créez un objet. Juste pour faire le retour d'éléments. Avec les débats sans fin sur est-ce que l'objet pair, par exemple, devrait exister en Java ou pas. On ne va pas faire le débat maintenant, merci. Et donc l'idée, c'est que j'ai envie de marshaller en JSON mon élément. Et donc voilà, je me retrouve avec un payload. Ça, c'est un opérateur qui dit je m'en fous. En l'occurrence, là, c'est les retours d'erreur. On ne va pas le gérer tout de suite parce que j'ai un peu envie d'avancer. Et puis tout simplement, le payload, j'ai de la chance, c'est un tableau d'octet. Donc je me retrouve avec mon payload directement que j'écris à la place de ma chaîne. Donc l'autre, il tournait toujours. Non, ça va être le même que tout à l'heure, il faut builder avant. Alors j'aurais pu faire aussi, on peut faire aussi go run. Donc on fait go run, et du coup il exécute directement le programme. Et donc si je refais mon HTTP, j'ai bien, comme un vrai mec qui fait du web, du JSON dans du TextPlain. D'accord ? Donc ça c'est un petit peu pourri quand même, on est d'accord. Donc c'était une blague, hein. En vrai je fais pas ça, hein. C'était juste pour la démo. Hein. Comme c'est filmé, je préfère... donc en vrai, il faut passer un content type, c'est pas hyper intéressant. Voilà, on relance tout ça, on fait ça, et là j'ai vraiment application JSON avec mes éléments, c'est du vrai truc, je peux le piper dans du JQ. Si je m'en sors, ouais, ça c'est pas pipe. Hein. Parce qu'ils m'ont filé un clavier QWERTY, mes copains américains, là, c'est... Bon. Voilà, donc je suis capable de vraiment faire du vrai JSON et récupérer ça. Bon, vous avez vu, c'est assez... J'ai pas utilisé de lib externe, là, c'est que ce qu'il y a dans Go. Au passage, si on veut regarder la taille de mon Maurice Live, il est passé de 2,1 à 7,4 mégas. Parce qu'en fait, Go essaye quand même d'être assez sympa, il n'embête dans le runtime que ce dont, a priori, vous allez vous servir. Donc, vous avez des exécutables qui grossissent un peu sous cette forme-là. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre avec ça? J'ai plus de trucs en tête. Oui, on peut faire un peu de... Alors si, on peut faire la gestion d'erreurs quand même. Et d'ailleurs, c'est un pattern assez souvent. En Go, vous n'avez pas d'exception. La gestion d'erreurs, c'est un objet erreur qui est en fait une chaîne de caractères. Enfin, qui est une espèce de chaîne de caractères un peu glorifiée.
Donc là, typiquement, je récupère du coup mon payload et l'erreur m'intéresse. Et donc ça, c'est un pattern que vous allez voir tout le temps quand vous allez faire du Go, ouais, non pas ici. Si j'ai une erreur, en gros, si mon erreur, c'est pas nul, bah, je fais un truc pour gérer l'erreur. Donc en HTTP, on a un truc qui fait ça, là. Voilà. Et si vous appelez erreur r.error, vous récupérez, si j'arrive à le taper, voilà. Puis on envoie un code 500. Donc ça, c'est un truc que vous allez très souvent avoir en Go. Une fonction qui retourne, vous avez l'in16 là, hein, une fonction qui retourne ce qui vous intéresse, virgule une erreur. Et derrière, vous allez avoir if error égale nil, alors je traite mon truc. C'est un pattern dans Go, vous allez voir tout le temps. Je vous montre après 2-3 slides où vous voyez ça. C'est assez surprenant, parce qu'en plus, ce truc-là, ça vous fait du code à rallonge avec je fais un truc, if else error, je fais un autre truc, if else error, je fais un truc, if else error, je fais un truc. Voilà. Bienvenue chez Go, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pouvais raconter d'autre? Non, bah voilà, on pourrait refactorer un peu, mais on s'en fiche. Vous avez vu déjà 2-3 éléments de Go. Ah non, si, oui, je voulais vous montrer quelque chose de rigolo. Alors, il y a autre chose en Go qui est assez marrant, c'est que si vous avez la chance, comme moi, de travailler dans d'autres OS, vous pouvez dire, bah tiens, dis donc, est-ce que ça marcherait? Je suis sur un Mac, d'accord? Je suis sur mon Mac. De faire ça. Donc ça prend un peu plus de temps parce que il va compiler toute la librairie pour Windows. Et là, je me retrouve avec un exécutable. Alors, on ne le voit pas très bien parce que j'ai un peu grossi le truc, mais vous voyez mauricelive.exe à droite, là. Voilà. Et donc, si j'ouvre ce répertoire, là, j'ai un mauricelive.exe. Imaginons que quelqu'un il fait tourner Windows quelque part ici, et que je me dise, bah tiens, j'ai un répertoire qui traîne dans un coin. Je prends cet exécutable et je le copie là. Je double-clique, c'est comme ça qu'on lance des programmes dans Windows, on double-clique 2 fois. J'allow l'access de je sais pas quoi, on va dire que c'est bon. Je me suis perdu avec mes fenêtres, pardon. Alors, quelque part par là, il doit y avoir un navigateur hyper puissant. Avec une barre, vous voyez exactement où est-ce qu'il faut taper l'URL, vous voyez. Et j'ai bien Maurice Lynx 45. Et quand vous faites un programme et que vous avez envie de le déployer sur plusieurs plateformes, ça, c'est juste génial. D'accord ? J'ai écrit tout sur mon Mac. J'ai buildé cross-platform avec une ligne de commande en passant 2 variables d'environnement. Je me retrouve avec une exécutable, je suis capable d'exécuter sur une autre plateforme. Okay, j'ai rien installé sur le Windows. Je n'allais pas vous faire tout le setup de Windows pour vous le prouver. Mais mon Windows n'a pas de runtime, n'a rien. J'ai juste compilé depuis mon Mac vers ça. Alors il y a des petits cas aux limites, d'ailleurs qu'on s'est mangé dans Docker Machines, où vraiment sur des couches basses, des fois vous avez des petits soucis avec ce genre de choses qu'on est capable de contourner. Mais typiquement, quand vous êtes chez Docker, tout se fait dans des containers, et la plupart des builds des exécutables de Docker tournent dans des containers. Donc on démarre un container Linux, on installe les outils de Go, on compile l'ensemble des exécutables pour les différentes plateformes, et ensuite on les dispatche sur les serveurs pour les livrer. Voilà un des gros avantages de Go quand vous travaillez sur du multiplateforme, d'avoir des exécutables qui sont déplaçables comme ça. Bon, j'ai pris 3 fois plus de temps que ce que je pensais. On va accélérer un poil. Je vous ai pas montré la boucle tout à l'heure. Donc vous avez des boucles classiques hein, en Go. Je vais juste rapidement vous passer pour que vous ayez un feeling un peu de comment ça marche. Oh, celle-là, vous la connaissez, elle est à peu près similaire partout. Ça, c'est le while. D'accord, for limits inférieur à 30. Donc c'est assez cool. En fait, il n'y a pas de while, donc c'est tout le temps avec for quand vous voulez faire une boucle. Et il y a aussi, alors regardez, ouais, je vous ai mis un peu beaucoup de code là, mais si vous regardez les lignes au milieu, vous avez 2 boucles for imbriquées l'une dans l'autre, avec en fait un mot-clé range qui est capable de faire un for each sur l'élément. Le premier élément qu'on ne regarde pas, le underscore là, c'est l'index du tableau. Donc là, en l'occurrence, on s'en fiche. Vous voyez, d'ailleurs, quand vous avez fait beaucoup de fonctionnels avec for each, flatmap, sort, left, machin, là, vous avez fait plein de trucs comme ça, vous êtes super chaud, vous avez installé toutes les librairies fonctionnelles, vous démarrez du Go et vous faites des doubles boucles imbriquées. D'accord ? Donc, tous les idiomes fonctionnels, vous les oubliez, vous ne les aurez pas. Les idiomes fonctionnels au sens de flatmap, etc. Sinon, vous avez des vraies fonctions, vous pouvez les passer en paramètres, on l'a fait tout à l'heure, donc ça reste quand même fonctionnel. La gestion d'erreurs, donc voilà, ça c'est du code typiquement tiré de Docker Machine. Donc vous regardez les petites flèches vertes et vous voyez, c'est une fonction qui fait je sais pas quoi, qui récupère, je sais même plus ce qu'elle fait. Bref, vous avez récupéré target host, vous vérifiez si c'est pas nul, si c'est nul vous faites un truc, et sinon ensuite vous essayez de loader l'API avec la target, si c'est nul vous barrez.
vous défaut code checker, je sais pas quoi, et puis get shell, et puis voilà. Donc là, c'est vraiment typique du code Go. Vous allez voir ça tout le temps. C'est super rébarbatif, mais pas de surprise. D'accord, ce truc-là, tout le monde le comprend. C'est super, super simple. Alors bien sûr, on est quand même un peu des cow-boys, donc on fait des one-liners. Donc vous le voyez là-haut. Je récupère 2 variables de mon élément, la deuxième étant l'erreur, et je la check instantanément derrière. Et du coup, je suis capable de faire mon résultat. En l'occurrence, là, je me fiche pas mal de out, donc je gère l'erreur directement. Ça fait un peu des chocs, hein, quand vous êtes habitué à écrire du code, que ce soit bien lisible, machin, etc. Il y a quand même des gars qui vous font ces trucs-là. Et quand vous êtes sur des projets open source, où tout le monde regarde votre code, vous essayez d'utiliser les mêmes idiomes que tout le monde. Et donc, du coup, vous êtes un peu obligé de vous manger ces machins-là. Alors, il y a un super mot-clé qui s'appelle differ. Donc, regardez juste les 3 premières lignes. Ça, c'est un truc qu'on fait assez souvent quand vous faites des tests, où vous avez du code qui doit gérer une variable d'environnement. Donc là, en fait, dans les 3 premières lignes, je récupère la variable d'environnement shell, je la bousille dans la deuxième ligne en mettant rien, et puis je dis, dis donc, vers la fin, tu me remettras la valeur de current shell. Ce qui est génial quand on fait ça, c'est qu'en fait, vous faites la boucle, enfin la closure, exactement au moment où vous démarrez, où vous avez votre action. Donc en fait, c'est super lisible. Vous créez quelque chose qui a besoin d'être bousillé plus tard, ou modifié vers la fin de votre sortie de votre fonction, vous faites le differ instantanément. Ça, c'est juste magique. D'accord, vous n'avez pas des boucles avec un coup d'indentation, un finally quelque part, dire alors qu'est-ce que tu veux de finally, d'ailleurs, hop, vous relisez au haut du texte, ce genre de choses. Ça, c'est magique. Alors évidemment, comme c'est magique, on a réussi à un petit peu le bousiller. Donc ça, alors j'ai mis, je pense, 25 minutes la première fois à essayer de comprendre vraiment ce que ça faisait. Et il faut le lire sous cette forme-là. Commencez par lire donc la deuxième ligne. Func_shell string. Donc je définis une nouvelle fonction qui prend une string en paramètre dont le variable est shell. Dedans, je fais os.setEnv de shell. Donc je set cette valeur-là. Et en fait, je diffère l'exécution de cette fonction avec le paramètre os.getEnv de shell. Donc en fait, j'ai créé une fonction juste pour pouvoir l'exécuter après. Voilà, c'est le genre de petite surprise que vous avez de temps en temps avec du code. Je ne peux pas faire un truc sur Go sans parler de GoRoutine, même si effectivement, moi, j'ai pas eu tant que ça à m'en servir. Donc là, vous avez 2 tâches qui tournent en parallèle. Vous voulez en faire tourner une en parallèle, vous mettez Go 2. Et boum, ça tourne en parallèle. Et les deux vont s'exécuter concurrentiellement. L'idée, c'est que Go va vous abstraire entièrement toute la gestion un peu complexe. Vous allez me dire, ah bah oui, mais si elle bloque, comment ça marche? Go est capable de vous gérer. Si vous faites que des GoRoutines qui bloquent, Go va vous assigner une thread pour chacune de vos GoRoutines qui bloquent. C'est assez magique. Vous avez un système de channel après pour discuter, pour savoir où t'en es où de ta GoRoutine. Vous pouvez échanger sous cette forme-là, un peu sous forme de listener. Voilà, pour la syntaxe. Alors, si vous venez de Java.NET, il n'y a pas d'héritage. Donc là, déjà, ça fait un petit peu mal quand vous essayez de structurer. Moi, notamment, ça a été un des trucs les plus difficiles. J'ai tendance à beaucoup raisonner sous forme d'objets, même si j'ai rarement des grappes d'héritage géantes. Des fois, c'est un peu surprenant. On a vraiment envie de le faire. Donc, vous faites beaucoup de délégations. Il n'y a pas de générique. Donc ça, c'est super pénible. Quand vous avez un objet, c'est cet objet-là. Alors vous pouvez un peu tricher avec les interfaces, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a des interfaces implicites, un peu mode duck typing. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui implémente une interface, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Elle est considérée comme étant implémentant cette interface. Donc vous n'avez jamais besoin de mettre implémente je sais pas quoi, ça se fait naturellement. Mais du coup, c'est assez difficile à lire parce que vous ne savez jamais trop. Parfois, on implémente des interfaces sans le savoir. D'accord, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une forme de polymorphisme donc, avec ces interfaces. Donc, parfois, vous pouvez passer l'interface plutôt que la vraie fonction. Bon. Il n'y a aucun idiome fonctionnel actuel, ça je vous l'ai dit. L'outillage est rustique, c'est-à-dire que tout est en ligne de commande. Vous n'avez pas d'IDE magique, tout le tooling que vous pouvez avoir en Java. Je ne parle pas du tooling de Visual Studio, ça c'est autre chose. C'est pas tout à fait du tooling. Et notamment, un des trucs, donc moi j'ai eu beaucoup de difficultés, il n'y a pas vraiment de shared library. Donc si vous voulez faire des trucs à base de plugins et de choses comme ça, alors c'est en train de venir. On est en d'ailleurs, j'ai regardé ce matin, là, on est en Go 1.6.2 depuis quelques heures. On travaille doucement vers le fait d'avoir des bibliothèques tierces. Donc aujourd'hui, vous pouvez, c'est possible en passant par du C, mais c'est assez complexe. Vous ne pouvez pas vraiment créer une librairie Go au sens binaire, la distribuer et que les gens se linkent dessus et l'exécutent.
Ça, c'est quand vous découvrez ça un peu après. Il y a des fois où vous avez vraiment envie de ce genre de choses, notamment sur Docker Machine, ça nous aurait beaucoup aidé. Donc on va vers ça, mais les gars ne sont pas très pressés. Alors après, moi j'ai beaucoup évangélisé sur la qualité du code, etc. Donc Go, c'est assez sympa, hein, c'est simple, efficace, ça va à l'essentiel, vous lisez le code, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se lit super bien. On met un peu de temps à l'écrire quand même, malgré tout. Et évidemment, quand vous avez fait 15 ans de Java comme moi, et 3 mois et demi ou 4 mois de Go, vous n'avez pas la même vitesse. Donc déjà, ça c'est super frustrant, mais tous ceux qui apprennent des langages, c'est pareil. Le code est verbeux, hein, vous l'avez vu, if, else, nil, machin, ces genres de trucs. Il y a beaucoup de répétitions, c'est absolument pas dry, d'accord, ça se répète absolument partout. Et en fait, c'est un idiome normal, d'accord, on considère que c'est comme ça que ça marche. Et on ne peut pas parler de tout ça sans parler de tests. Et les tests en Go, c'est assez rigolo. Donc, on va essayer de voir si on peut faire un tout petit peu de live coding là-dessus. Juste pour avoir un feeling du truc. Avec un exemple super connu. Bon non, Atom, c'est pas ça que je veux moi. Test. Ah mais si, j'ai tout créé au même endroit, génial. Ok, pardon. J'ai créé, je suis perdu. On va déplacer tous les machins FizzBuzz dans test. On va aller dans test, s'il vous plaît. Dans test. Et on va faire Atom ici. Super. Hop, hop. Alors il y a un truc quelque part là qui me fait je sais pas quoi là. Hop, hop, hop. Restez avec moi. Je vais y arriver ou pas? Si c'est là, paints, split left. Ouais. D'accord, presque. Réessaye encore. Non plus. Il faut le rouvrir, tu crois? Ouais, moi je crois que je fais ça. Voilà. Hop. Ok, cool. On va essayer d'aller un peu vite et du coup je vais essayer de ne pas me planter. Disons qu'on a une fonction qui s'appelle FizzBuzz. Vous connaissez tous FizzBuzz là? C'est un programme complètement idiot qu'on vous demande de faire des fois juste pour checker quand vous passez un entretien d'embauche et que vous êtes programmeur, juste de vérifier quand même que vous savez programmer. Il y a plein de gens qui font pas ça. Je sais pas. Vous passez les entretiens d'embauche parfois, vous venez pour vous faire programmer, on vous dit alors tu as fait de l'Hibernate, ouais super, ok, bah viens. Tu veux lui passer une valeur et ça retourne une chaîne. D'accord? Ah oui, alors pardon, FizzBuzz, ce que ça fait, vous lui passez un nombre, ça renvoie ce nombre, sauf si c'est un multiple de 3 ou de 5, ça renvoie Fizz ou Buzz. Voilà, c'est complètement idiot, c'est juste pour vous montrer un peu qu'en fait on est capable de faire du testing avec Go, mais qu'il y a, on va dire, des limitations. Donc voilà, j'ai cet élément-là. Alors ça commence super mal. Ah oui, c'est de l'autre côté, j'imagine. Donc, ah oui, il y a des notions de package, d'accord, les packages main, toutes les fonctions qui sont dans un même package peuvent s'appeler dans tous les sens. Et si vous voulez sortir les fonctions pour qu'elles soient appelées dans d'autres packages, bah, vous mettez des majuscules devant. Un peu comme en C#, ça fait mal de le dire, mais c'est comme ça. Voilà, vous voyez, hop, ça, elle est exportée, oups, et puis exportée. Alors Go, c'est génial parce que quand vous démarrez, Go vient avec un programme qui s'appelle GoTest. Donc vous vous dites, ouais, super, enfin un langage qui va intégrer les tests dès le début. Donc vous regardez un peu comment ça marche GoTest, on vous explique qu'il faut faire une fonction, par exemple qui fait ça. Et là, dans la grande tradition Go, on vous passe une variable qui s'appelle T, qui implémente du package testing la valeur T. Et du coup, là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire des tests. Donc, vous regardez un peu ce qu'il y a dans T, et là, vous voyez qu'il y a T.error, notamment. Donc, notamment, T.error, c'est cassé, par exemple. Et vous dites, bah, en fait, j'ai envie d'appeler si FizzBuzz, parce qu'il n'y a pas trop d'assert, en fait. Donc, pour écrire des tests, c'est pas évident, d'accord, ça gêne un peu. Donc, si FizzBuzz de 1, c'est pas égal à 1, bah, je casse. En l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez en bas, là, vous avez le petit machin là, qui vous dit quand est-ce que c'est cassé, que c'est pas cassé, on ne voit pas très bien. Mais en gros, quand c'est rouge, c'est pas cassé, quand c'est vert, c'est bon. Et donc voilà comment on écrit des tests en Go avec le GoTest. Donc c'est génial parce qu'en fait, vous faites GoTest en ligne de commande et tous ces tests vont s'exécuter. Mais si vous voulez faire des trucs genre contains, est égal, des trucs comme ça, bah, en fait, vous le codez. Vous n'avez rien, vous n'avez aucune librairie d'assertion.
Voilà. Donc c'est un peu pénible, pour pas dire autre chose. Donc on va pas vous faire un cours sur TDD, hein, c'est pas l'objet. Voilà, ça passe, on est content. Et si je voulais faire un autre test, on va du coup essayer de faire avec. Pour le coup, on va aller attraper une librairie. Alors il faut toujours passer la super variable T. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que ça ne marche plus. J'ai perdu mon clavier, qu'est-ce qui se passe? Non. Ah. Attendez. On est mal parti, on s'en sort. Et donc là, vous avez assert.equal, par exemple, de fizzbuzz de 2, qui vaudrait 2. D'accord. Et donc là, automatiquement, on m'a rajouté une librairie, dont l'import est github.com stretch testify assert, qui est un import qui n'est pas très délicat. Mon test passe premier, le second passe pas, donc évidemment, là, vous vous rappelez vos cours de C du début, là, avec des noms de variables de fonctions toujours géniales, là, itwa. Et ça marche pas. Oui, ça marche pas parce qu'il faut que je passe T aussi là, parce que c'est tellement bien les assertions que voilà. Et donc là, j'ai un truc qui tournicote. Voilà. Donc j'ai laissé le premier pour vous montrer un peu le bazar dans lequel on est. Voilà le second. On n'a pas beaucoup de temps, je vais avancer sur la suite. Simplement, vous êtes capable de faire donc du test sous cette forme-là, qui est une test voilà, assez classique finalement. Vous pouvez faire la même chose dans la plupart des langages. Là où ça se complique, c'est que vous imaginez que vous êtes sur une code base d'un truc qui a démarré sous forme de hack, qui a ensuite grandi, que vous travaillez en open source, qu'il y a plein de gens qui committent, et dès que vous essayez de changer quelque chose, il y a plein de gens qui regardent. Et là, on vous dit, bah, faut faire des tests. Sauf que c'est du code legacy de chez legacy, parce que ça a démarré par un hack d'un langage en plus un peu système. Et il se trouve en plus que le projet sur lequel vous travaillez, c'est un espèce de fatras de script d'install qui fait tout un tas de trucs du genre qui parle à VirtualBox pour lui setter le nombre de CPU core. Donc vous n'êtes pas sur des tests, vous voyez, super easy à écrire. Et donc vous avez tendance à faire des mocks pour essayer de se dire, bah, je vais essayer de m'abstraire un peu de tout ça. Et quand vous essayez de faire des mocks en Go, et ben en fait, très souvent, c'est des structures sur lesquelles vous avez attaché des fonctions. Vous essayez du coup de moquer les fonctions. Et le seul moyen que vous ayez de faire ça, bah, quand vous faites des mocks, il faut que vous ayez la même structure et puis que vous changez la fonction. D'accord. Bah, une des seules façons que vous pouvez faire ça, c'est de créer une interface sur cette structure qui existe déjà, et ensuite de refaire toute l'implémentation d'une nouvelle structure et changer la fonction qui vous intéresse. C'est super pénible, ça prend un temps de dingue, et surtout, j'ai dit à un moment donné, il faut créer une interface. L'interface, il faut qu'elle soit dans le code de départ. Ce qui fait que quand vous testez du code legacy, c'est juste une horreur. C'est vraiment très difficile. Donc on arrive à faire du test sous cette forme-là, mais tester sur du code legacy, vous pouvez regarder un peu les espèces d'horreurs qu'on a essayé de faire sur Docker Machine. Vous verrez que c'est loin d'être évident. Moi, c'est même une des déceptions du langage. La difficulté à tester des choses un peu complexes. C'est quand vous venez de Java, vous avez, ou même dans C#, plusieurs librairies qui vous font ça très bien. C'est assez difficile. Bon, il me reste peu de temps, donc j'avance. Non, Windows, c'est bon, on l'a déjà assez vu. Hop, tac. Tester avec Go, donc voilà, c'est assez rigolo parce que si vous regardez les flags de GoTest, vous avez bench time, parallèle, process. Donc vous avez tout un tas de trucs pour faire des trucs un peu système sous cette forme-là. Ça a l'air assez bien. Vous cherchez dans la doc jusqu'à la fin pour voir où est-ce que c'est quand vous parle des librairies d'assertion. Vous pouvez chercher longtemps. L'outillage en Go, c'est un point essentiel. Et c'est un truc souvent qu'on oublie. On se focus souvent sur le langage comme on a fait. Moi, je suis un grand fan des outils de build. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait du Gradle, j'ai fait du Maven, j'ai fait du Ant, j'ai fait d'autres trucs encore plus sales. Mais donc en général, quand j'arrive sur un langage, je me dis bon alors, comment ça se build cette affaire-là? Donc vous avez Go build, c'est super. Vous avez vu tout à l'heure Go build, un répertoire, ça vous build de tout. Mais en général, vous savez tous très bien qu'un build, ça serait fait, c'est pas juste compiler 3 machins. D'accord, c'est assez compliqué. Et ben en Go, quand vous voulez compiler des trucs un peu plus compliqués ou faire des builds un peu plus compliqués, vous faites du make. Voilà. Ou des scripts bash. Voilà. Autant vous dire que j'étais assez déçu. Donc aussi, là, j'ai milité, j'ai dit non, mais quand même, hein, donc, pareil, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure sur Go, on se plie à la chose. C'est super intéressant. Vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai eu une librairie qui est arrivée. Vous avez un outil de base dans Go qui s'appelle GoGet, d'où mon image. Vous faites GoGet n'importe quelle librairie, et à ce moment-là, ça vous la télécharge de l'Internet, et ça vous la met localement. Ça vous la met localement où? Dans votre GoPass. Qu'est-ce que c'est que le GoPass? Le GoPass, ça c'est mon GoPass en ce moment.
une espèce de fatras de plein de librairies. C'est un répertoire où on a toutes les bibliothèques externes et votre code source. Donc vous avez au même endroit, exactement, je voulais vous le montrer, j'ai oublié. Si vous regardez le répertoire ici, on est dans user JLM Go, source, github.com, Jean-Laurent, Maurice Lang. Si vous voulez un minimum que GoGet fonctionne et que les librairies soient pick-up automatiquement, il faut vous mettre dans un sous-répertoire de votre GoPass, qui est un truc normalisé. D'accord? Ça commence par SRC. À côté des SRC, il y a PKG, Bin, un certain nombre d'autres répertoires. Et si vous voulez qu'un minimum les dépendances externes fonctionnent, on va dire aisément, ou la façon dont Go veut que ça fonctionne, ben vous êtes obligé de vous mettre là-dedans. Et donc c'est assez surprenant quand même, hein, quand vous avez au même endroit vos bibliothèques de sources et à même endroit vos sources, c'est un petit peu quelque chose que... Voilà. Donc comment on gère les dépendances en Go? En fait, c'est plus que des dépendances binaires, on va plutôt faire des dépendances de sources. Donc en fait, on va avoir des notions de vendoring, c'est-à-dire que vous allez, en ce qu'on appelle vendorer vos bibliothèques, c'est-à-dire que vous allez les copier dans votre propre code source. Donc vous allez avoir un petit répertoire vendor, et vous allez coller dedans toute votre bibliothèque tierce. Donc ça fait deux choses. Ça fait déjà, un, vous utilisez quasiment jamais des bibliothèques tierces, ou encore, en tout cas très peu. Parce que déjà, Go est super fourni, mais en plus, c'est quand même assez pénible à gérer, donc voilà. Et ensuite, pour vous aider, Go vous fournit des outils. Et il y a un super outil qui s'appelle Godep. Donc, je vous explique. Godep, quand vous lisez la doc, c'est assez simple. Vous mettez au bon endroit, vous faites Godep save. C'est génial, il va lire tout votre code source, il va déduire toutes les bibliothèques, il va les télécharger et il va vous les mettre dans un package.json. D'accord? Vous êtes à peu près certain qu'un truc comme ça ne marche pas. Quand vous faites Godep restore, vous prenez un petit package.json et ça va vous télécharger les éléments dans votre GoPass et ensuite les mettre dans votre répertoire vendor. Donc vous avez à un moment donné une bibliothèque qui est à la fois dans votre GoPass, quelque part à la racine de votre projet, mais aussi dans votre répertoire vendor. Ça vous permet de faire un truc qui, par exemple, si vous avez deux projets différents qui ont des bibliothèques avec des versions différentes, vous pouvez avoir changé dans votre GoPass la bibliothèque et dans votre répertoire vendor, vous l'aurez toujours comme ça. C'est une horreur. Dès que quelqu'un proposait dans Docker Machine de rajouter des dépendances, on regardait ça avec suspicion. En général, on prenait d'autres PIA en prétextant qu'on était occupé. Ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, en Go, il n'y a pas beaucoup d'outils qui ont été forkés. Si vous regardez le nombre d'outils de gestion de dépendance en Go, vous pouvez en écrire une page entière. Donc c'est bien que le système est assez flaky. D'ailleurs, ce système-là que je viens de vous décrire, Godep, fonctionne de cette manière-là que depuis la 1.6. Avant, il y avait d'autres façons de procéder qui étaient tout aussi rocambolesques. Et quand vous avez vu, on rigolait tous bien la semaine dernière sur les gars qui font du JS avec leur NPM, là, avec le gars qui a enlevé sa librairie, qui a foutu en l'air l'ensemble des projets de la Terre. C'est assez marrant. Il y a eu des trucs similaires avec les Gemfiles il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Si vous avez passé autant de temps que moi sur Maven à une certaine époque, vous pouvez vous dire que quand même il y a des choses qui fonctionnent dans le monde Java qui ne fonctionnent pas ailleurs, et que c'est des problèmes qu'on a résolus depuis longtemps. Je ne vous parle même pas des dépendances transitives avec NuGet, le gestionnaire de package de C#. Ça ne marche pas très bien. Et vous vous dites quand même que, pour moi, ça, en venant de Java, c'est un problème qui était résolu. Et puis c'est vraiment pas un problème intéressant, d'accord? Les dépendances, j'en ai juste, ça me passionne pas, quoi. Je veux une bibliothèque, je la mets dedans, puis voilà. Et ben, on se rend compte avec NPM, Godep et l'ensemble de ces projets qu'en fait c'est toujours un problème un peu compliqué, qu'on remonte tous la roue et que on en est encore là. C'est un peu triste. GoFMT, il est assez clair. Il vous dit j'utilise des tabs taille 8 et des blancs pour l'alignement et c'est comme ça. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Au final, moi je trouve ça plutôt bénéfique, mais c'est vrai que ça choque un peu au début. Et après il y a mes deux copains, Golint et Govet. Donc là, je vous ai montré une petite... Donc Golint et Govet, ce sont des analyseurs de sources qui vont vous montrer un peu, vous dire un peu les bugs où ils sont. Donc vous avez cette ligne-là, une fonction newFileHook qui renvoie un pointeur sur un filehook. Et il vous dit, ah non, cette fonction exporte un type qui n'est pas exporté, c'est ennuyeux à utiliser. D'accord, vous avez ça dans votre build qui arrive. Je vous rappelle que vous travaillez en open source, que tout ça est public. Et qu'il y a quelqu'un qui permet de vous dire à votre code à vous, ça fait 20 ans que vous faites du code, votre truc est ennuyeux à utiliser. D'accord? Autre exemple, je décide d'appeler ma variable original underscore shell. D'accord? C'est comme ça. Au passage, regardez, on peut déclarer une variable avec var. C'est une autre façon d'initialiser des variables. Et donc là, le Golint va vous passer et vous dire, ah non, tu ne peux pas utiliser underscore, ta variable devrait s'appeler comme ça. Donc même combat. De quoi je me mêle, d'accord? Ça va? Et alors le fin du fin, donc println, c'est un truc qui est assez simple, ça écrit à l'écran. D'accord? C'est la fonction de base, d'accord? C'est console.log, c'est ça, quoi.
Et il y a des fois, notamment quand vous faites des programmes en ligne de commande, vous avez envie de sauter des lignes. Donc moi, je mets usage 2 points. Je sais très bien que je vais avoir 2 retours chariots, d'accord. Et on me dit, bah non, non, ça va finir avec une new line. Donc soit vous faites 2 calls à println, soit vous faites un fprintf en passant 2 anti/n, mais vous ne pouvez pas faire un println avec un anti/n. Ma vie de programmeur tous les jours. Alors pourquoi? Est-ce que Maurice, finalement, il doit faire du Go? Si vous avez compris que ça pousse un peu le bouchon un petit peu loin assez souvent, que ce soit sur l'organisation de vos sources, vous allez devoir les mettre dans le répertoire qu'il faut et pas ailleurs, que vous allez devoir récupérer vos dépendances d'une certaine manière mais pas autrement, que vous n'avez aucune liberté sur ces choix-là, que le formatage de code, il y a quelqu'un qui l'a décidé pour vous, que la plupart des idiomes, ce sont des éléments que je vous ai montrés tout à l'heure qui sont très figés. Si vous êtes capable de passer outre tout ça, chose que vous avez, je sais pas, la première fois que j'ai donné ce talk-là, on m'a dit ça a l'air désastreux Go quand même. Genre, d'accord, donc j'essaie de pas vous dire ça, mais quand même c'est un peu dur tous les jours. Et ben si vous êtes capable de faire ça, il n'y a pas de raison que vous fassiez pas de Go, mais la vraie raison pour faire du Go, c'est que c'est quand même un langage système. Vous avez vu la facilité à laquelle on est capable de déployer sous Windows ou de déployer sous Linux, juste en changeant 3 variables. La vraie raison numéro 1, c'est que vous choisissez de faire un projet en Go parce que c'est un langage système et que vous faites des choses un peu qui sont système. Le cross-platform, c'est juste incroyable. Le fait que le runtime soit embedded à l'intérieur et que vous êtes capable de déployer ça comme ça, c'est chouette. Si vous venez d'un écosystème un peu relax, ou dans lequel vous avez votre liberté de parole, comme en Java ou en C#, parfois d'ailleurs à tort, d'accord. On peut faire des débats sans fin sur des sujets inintéressants et je suis assez bon pour ça. Effectivement, c'est assez difficile parce que tout a été décidé pour vous. C'est pas du tout objet. Moi, ça a été super dur. Je pense que si vous avez l'habitude de faire de l'objet, même en JS, là, hein, vous pouvez quand même faire ce genre de choses. Ça rend très difficile votre apprentissage. Et les tests. Alors les tests en mode Greenfield, ça va bien. Les tests sur du legacy, c'est juste super difficile. Et je ne sais pas si vous faites du Go, venez me raconter vos histoires. On va faire un club des mecs qui font du Go anonyme pour raconter nos malheurs. Ça reste une super expérience. J'ai appris pas mal de langage dans ma vie, hein, donc c'était pas la première fois que je changeais de langage. Ça reste une super expérience. C'est vrai que ça fait faire des choses système de manière un peu plus poussée. Ça vous montre un peu comment ça fonctionne dessous. J'ai la joie de faire des pointeurs. Et grosso modo, moi je vous dis, il n'y a aucun souci. Un bon exemple, c'est si demain je devais écrire un serveur HTTP pour X raisons, c'est sûr que je regarderais de le faire en Go en priorité, c'est certain. Dès que je voudrais faire des choses de ce type-là, c'est clair que je ne penserais même pas à imaginer d'installer un JRE pour ça. Et si vous regardez comment ça tourne tout ça dans Docker, prenez 2 Dockerfiles. Un Dockerfile qui décrit comment un programme Java va tourner, et un Dockerfile comment vous allez déployer un binaire Go. Vous allez voir qu'il y en a un qui fait une ligne, puisqu'en fait vous avez juste besoin d'un système d'exploitation. Et vous avez dans Java les 30 lignes réglementaires pour installer le JRE au bon endroit, et pas trop gros quand même. Donc ces éléments-là. Donc c'est un super langage pour faire des microservices. C'est un super langage pour faire des petits serveurs comme ça. Et bien sûr, c'est un super langage pour faire des command line. Voilà, merci à vous. Je peux prendre quelques questions. Si vous voulez voir un peu de Go en live et en plus du Docker, on a un lab dans 1 heure à peu près, avec les nouveautés de Docker 1.11 et des microservices en Go.